Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belwocan 21 TV. Nous sommes de retour après une brève interruption. J'ai perdu mon papa récemment et que son âme repose en paix. Ce soir, je suis accompagné, vous le savez très bien, de Monsieur Etoga, qui est le consultant maison de Belwocan 21 TV, maître en communication et bientôt professeur. Et bientôt professeur en communication. Pour cette émission, nous allons parler de la stratégie de la France en Afrique. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de l'invitation. Je profite aussi pour t'adresser à toi et à la famille mes sincères condoléances et que l'âme du papa repose en paix et qu'il vous accompagne, vous qui êtes restés ici sur Terre dans l'entièreté de votre mission. Merci Monsieur Toga. Qui contrôlera l'Afrique? Les voix s'interrogent sur l'existence même d'une politique de la France en Afrique. En ce moment, la France est placée sous une pression croissante, accumule les déconvenus, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. L'Afrique émerge et est à nouveau un nouvel espace de compétition stratégique où la contestation de l'influence française semble se renforcer un peu plus chaque jour. Est-il vraiment trop tard pour la France? Je qualifierais d'abord votre question de prémonitoire parce qu'elle me permet de me plonger dans un discours historique pour planter le décor. Et en cela, je vais convoquer ici, non pas seulement la conférence de Berlin, mais dans l'entièreté, la question du partage de l'Afrique. Et qu'est-ce que c'est que le partage de l'Afrique? C'est, n'est-ce pas, les puissances occidentales qui s'intéressent à venir s'imposer sur le continent africain pour non pas seulement des questions économiques, mais aussi des questions territoriales, c'est-à-dire avoir une influence sur le continent africain en ayant en leur possession les territoires qui, n'est-ce pas, leur permettraient d'avoir une assise au niveau international et avoir une domination sur qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie tout simplement de dire ici que l'Afrique redevient un enjeu comme cela a été dans le passé, dans les années 1884-1885 avec la conférence de Berlin d'Otto von Bismarck qui questionne le partage de l'Afrique. Et votre question est d'autant plus intéressante en ce sens qu'elle questionne un acteur majeur de cette conférence-là, c'est-à-dire la France, qui avait déjà bien avant cette conférence-là, déjà en prise sur le continent africain. On va parler nécessairement du Soudan à cette période-là, du Soudan français, et des explorateurs français qui travaillaient déjà pour le compte de la France. Il y avait aussi des explorateurs qui étaient en activité sur le continent africain, qui travaillaient pour le compte de la Grande-Bretagne. Et ces deux puissances-là avaient pour but, n'est-ce pas, d'asseoir leur domination et de gagner, n'est-ce pas, en influence au niveau international et nécessairement augmenter leur voix dans le discours du partage de qui aura droit à quoi, qui aura droit à ci ou à ça. Et non, le continent africain retrouve sa place qu'elle a eue dans le passé à l'heure actuelle parce qu'il y a, n'est-ce pas, pour maintenant faire actualité à votre question, parce qu'il y a ce chamboulement de puissants sur le continent africain qui fait en sorte que l'histoire nous rattrape. Et maintenant, l'enjeu majeur, comme vous le signalez, c'est l'éveil de la conscience du citoyen africain qui est au fait, non pas parce que le citoyen africain dans le passé n'était pas au fait de ce qui se passait, mais il est au fait des agissements du colon. On n'était pas au courant, je pense, dans les années 1884, quand les explorateurs là, venaient sur le continent, on n'était pas au fait de leurs intentions, de leurs agissements. Aujourd'hui, nous sommes venus au contact de la science occidentale, nous sommes au fait de ce qu'ils
envisagent, de ce qu'ils pensent, de la rédaction même déjà de leur plan stratégique. On arrive à lire et à démystifier, n'est-ce pas, l'ensemble des bribes qu'ils essayent de cacher. On dit, pour cacher l'information, il faut mettre dans le livre. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cela que pour cacher l'information, il ne faut plus la cacher dans le livre, il faut cacher ça ailleurs, c'est-à-dire non classer, ne pas divulguer cette information-là tout simplement. Et donc, l'Afrique aujourd'hui est au cœur, n'est-ce pas, du partage à nouveau. Et donc, est-ce que le citoyen africain laissera, une fois de plus, la conférence de Berlin se passer? C'est toute la grande question. Tout à fait. Dans son discours du 27 février 2023, le président de la République française, Emmanuel Macron, a acté et a fixé le cap, fondé sur une nouvelle approche partenariale. Est-ce que la France a les moyens de sortir des cordes dans lesquelles elle est acculée? Si l'acteur qui accule la France relâche, alors la France, de façon logique, aura les cordes pour se libérer de l'emprise dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Or, si l'acteur continue de presser son oppresseur, je pense que l'oppresseur va se sentir un peu dans un coin et bien cadré, bien encadré et maîtriser, n'est-ce pas, la situation d'un point de vue de l'oppressé. Et donc là maintenant, comme on dit prosaïquement au quartier, le fusil aura changé d'épaule. Pour dire tout simplement que la France, en territoire inconnu, semblant connaître ce territoire-là, se retrouve aujourd'hui dos au mur parce que le citoyen de ce continent-là, au fait, n'est-ce pas, de potentialité de son continent, se rend compte qu'il a été pillé et pillé encore depuis toujours, depuis les années 1850, la révolution industrielle et j'en passe. Non pas seulement pour la conquête des matières premières sur le terrain, non pas seulement pour la recherche des débouchés pour les marchandises occidentales, non pas seulement pour, j'ai envie de dire, l'expansionnisme culturel que la France a toujours, ou les puissances occidentales ont toujours voulu imposer sur le continent africain, non pas seulement parce que on manquait de la science, mais parce qu'on voit l'Africain ou le continent africain comme un marché de débouchés, c'est-à-dire quoi, la main-d'œuvre qui n'est pas toujours qualifiée se voit aujourd'hui bon marché. Donc toutes ces questions-là mises ensemble, on voit aujourd'hui que la technologie et l'Africain maîtrise tous ces domaines-là et donc il est allé au contact du savoir occidental. Parce qu'on parle tout simplement de la domination de la culture ou bien de la pensée occidentale sur les populations africaines. Et ici, la population africaine est allée au contact de cette pensée occidentale-là. Elle a adopté, elle a appris. Et maintenant, en ayant à cœur ce continent africain, nous sommes en droit de nous battre, de combattre l'oppresseur qui est sur le continent, c'est-à-dire la France, pour qu'il sorte de notre escarcelle, de notre bonne volonté de voir notre continent se développer, parce qu'on considère que la présence de la France sur le continent africain, c'est une présence expansionniste, c'est une présence coloniale qui annihile nos velléités de développement, dans le sens où elle veut s'accaparer non pas seulement de ses intérêts, mais de l'entièreté du potentiel africain pour, n'est-ce pas, asseoir sa domination tant sur le plan international que sur le continent africain. Et c'est qui lui donne, n'est-ce pas, la latitude de se considérer comme étant le porte-parole des aspirations africaines. Et dont la France est dos au mur. Il va falloir, n'est-ce pas, aux citoyens africains conscients de ce que la France est un caillou dans son pied, de continuer à l'oppresser, de continuer à l'agresser avec une agressivité furace pour qu'elle se sente en danger sur le continent africain. Je n'ai pas envie de reprendre la question philosophique du coach camerounais qui dit qu'on est en danger, on se sent rendu compte qu'on n'est pas en danger. Mais si la France est véritablement en danger. Il y a une montée de sentiments anti-français, notamment. Comment la France a-t-elle perdu son influence en Afrique? Je suis en désaccord avec la question du sentiment anti-français sur le continent africain. Si on estime que c'est un sentiment anti-français, c'est une construction
la France a construit le sentiment anti-français sur le continent africain. Et si, comment, vous me posez la question de comment on en est arrivé là, je pense que la France est à 100% responsable de comment est-ce qu'elle a construit elle-même le sentiment anti-français par ses actions, par sa pensée, par sa culture, par son attitude, par son comportement, par la réception même déjà du citoyen africain sur son territoire, comment est-ce qu'elle le stigmatise, comment est-ce qu'elle arrive à non pas le considérer comme un humain à part entière, elle catégorise l'humanité. Donc c'est tout ça qui construit un sentiment anti-français. Maintenant qu'on rentre dans les actions même réellement exécutées de la France sur le continent africain, on se rend bien compte que sa politique coloniale est dans une continuité aberrante. On se demande si elle a réaménagé sa manière de penser au regard de l'évolution de l'éducation de l'Africain, au regard de l'évolution du continent africain qui aspire, n'est-ce pas, à un développement certain, qui aspire à une libération complète et totale, et dont la France aujourd'hui, elle est engluée dans quelque chose qu'elle-même a créé. Et donc ce sentiment anti-français, je suis en désaccord avec ceux qui tendent à dire que c'est une volonté africaine. Non, c'est une construction de la France qui, nous, au regard de tout ce que je viens de citer là, on ne peut que dire que la France doit partir. Donc ce n'est pas avoir un sentiment anti-français que de demander à la France de partir. Et quand vous avez connu la colonisation, l'esclavage, et puis maintenant aujourd'hui on ne veut pas du néocolonialisme avec tous ces tares et ces avatars, le franc CFA qui continue, ben, la France aujourd'hui qui nous maintient dans ce franc CFA-là, pourquoi on ne doit pas lui demander, mais si tu jouis des usufruits de ce franc CFA-là, toi qui t'es bénéfique, qui considère que le franc CFA est un intérêt pour toi et qui est un désintérêt pour nous, pourquoi voudrais-tu que le sentiment anti-français ne naisse pas pour les populations conscientes de la situation? Et donc, ce sentiment anti-français, s'il existe, est une construction de la France. L'Occident en général, la France en particulier, apparaissent en perte de vitesse face aux nouvelles stratégies de puissance comme la Russie, la Chine, la Turquie. Dans ce contexte, la France pourra-t-elle se faire une place? La France a eu la possibilité de se faire une place. La France a la possibilité de se faire une place, mais comment est-ce qu'elle va attraper cette opportunité? La France ne peut s'offusquer de l'évolution des consciences sur le continent africain et cataloguer cela de sentiments anti-français. Parce que, tout simplement, la France est au cœur de ce qu'elle considère comme étant le sentiment anti-français. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir ce constat-là, de considérer ce constat-là comme étant un élément amélioratif dans le sens de l'évolution de la conscience des enjeux majeurs du monde du citoyen africain sur son propre continent et déjà pour la sphère internationale. Et donc, ici, si la France veut continuer à rester avec l'ensemble de ses penseurs dans la construction d'un sentiment anti-français sur le continent africain, on ne va pas les aider, bien que ce type d'émission apporte quelques solutions dans le sens de la compréhension de ce qui se passe sur le continent africain et le mode de pensée, n'est-ce pas, du citoyen africain que nous sommes. La France ne peut s'offusquer de l'évolution des consciences sur le continent africain et cataloguer cela de sentiments anti-français, parce que tout simplement la France est au cœur de ce qu'elle considère comme étant le sentiment anti-français. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir ce constat-là, de considérer ce constat-là comme étant un élément amélioratif dans le sens de l'évolution de la conscience des enjeux majeurs du monde du citoyen africain sur son propre continent et déjà pour la sphère internationale. Et donc, ici, si la France veut continuer à rester avec l'ensemble de ses penseurs dans la construction d'un sentiment anti-français sur le continent africain, on ne va pas les aider, bien que ce type d'émission
apporte quelques solutions dans le sens de la compréhension de ce qui se passe sur le continent africain et le mode de pensée, n'est-ce pas, du citoyen africain que nous sommes. La jeunesse africaine aspire à maîtriser son destin, demandant aux partenaires de l'Afrique de relever l'immense défi de développement du continent. Est-ce que la France prend en compte les revendications de cette jeunesse africaine qui se pose désormais en nouvel acteur? Oui et non, dans la mesure où la France est dans une posture complexe. La complexité ici vient du fait que la France s'est acoquinée avec un parterre de dirigeants bourgeois. On va rester dans la considération sociale, bourgeois, des classes sociales. Elle s'est calquée ou bien restée dans l'idée que c'est le citoyen africain bourgeois qui oriente le mode de pensée sur le continent africain. Et c'est ce qui a permis à la France d'avoir une assise ou une emprise sur ce continent-là, parce que ces bourgeois-là étaient logiquement, culturellement orientés français, idéologiquement orientés français, religieusement orientés français, et donc la pensée de l'être africain bourgeois n'était que constitutif de l'être français. À ce moment-là, la complicité vient du fait que certains Africains, constatant que c'est une minorité qui, en s'acoquinant avec la France, profite des richesses du continent sans toutefois faire bénéficier la généralité du continent africain, c'est-à-dire la masse. Ils se sont donc attelés à travailler aux côtés de la masse, à se construire une idée selon laquelle c'est la France le véritable problème du continent africain, du moins l'espace francophone. Ceux qui ont en partage la langue française, vous voyez, c'est culturellement encore dominé par cette emprise-là. Et le général Prudhomme considère que c'est un avantage stratégique pour la France pour continuer à avoir ou alors à maîtriser son assise, son influence sur le continent africain, utiliser la langue française et étendre cette influence-là peut-être à des pays lusophones comme l'Angola et j'en passe. Et donc, cette complicité-là vient du fait que, se rendant compte qu'il y a un décalage, un schisme entre la bourgeoisie et les classes moyennes naissantes qui vivent sous le regard ou alors l'emprise de la doctrine française, la classe populaire qui paye les frais de cette ignorance stratégique de ces deux classes-là, aujourd'hui conscientisée quant à la potentialité et aux opportunités que pourrait offrir non pas seulement le sous-sol du continent, mais aussi la prise en compte ou alors la prise de conscience de sa propre condition humaine pour, n'est-ce pas, construire quelque chose de grand qui va chambouler maintenant les relations avec le bourgeois et la classe moyenne. La classe moyenne, ici, j'entends les salariés. Les salariés qui perçoivent un per diem, mais qui ne font pas le travail pour l'émancipation d'un développement certain du continent africain, mais qui rêvent à tout bout du champ de voyager, de quitter le continent pour venir faire les courses aux Champs-Élysées. C'est ces deux classes sociales-là que la France s'est accaparée dans son analyse. Et niant ici l'existence d'une classe populaire qui a besoin de conscientisation, qui a besoin d'accompagnement dans la structuration d'une idéologie propre pour le continent africain. Et c'est là où certains penseurs africains se sont mis à travailler pour construire cette idéologie-là, cette classe combattante, pour renverser maintenant la donne. Et vous voyez aujourd'hui, ça porte ses fruits. Il y a la construction d'un nouveau concept anti-français, sentiment anti-français, qui donne à savoir que ce travail-là, il est en train d'être fait de façon magistrale et qui renverse les relations de l'Afrique et de la France. Et maintenant, le sommet Russie-Afrique, le sommet, je n'ai pas envie de dire Russie-Afrique, le sommet des relations entre la France et l'Afrique devient aujourd'hui quelque chose de fondamental dans le sens où ça a changé en fonction des dirigeants qui sont arrivés à la tête de ce pays qu'on qualifie aujourd'hui de prédateur. J'ai nommé la France. Vous avez vu
le président Macron qui est venu dire que lui n'a aucune relation avec la colonisation et donc on ne doit pas le considérer comme étant un colonisateur. Ce discours tend à vouloir se rapprocher des populations de masse qui observent la classe dirigeante française comme étant une classe d'oppression, une classe de domination, une classe de pilleurs tout simplement. Et donc, le président Macron, voulant renverser cette idée-là, cette perception de l'État français sur le continent africain, s'est donné la mission de ne plus discuter avec les bourgeois du continent français, du continent africain, mais de discuter avec les activistes. Ces activistes qui sont au contact de la population des masses, dans le sens où ils construisent l'idéologie qui va drainer les masses dans cette population, dans cette culture de masse-là. Et donc, vous voyez ici qu'il a organisé un sommet. Il y avait un sommet France-Afrique, mais sans les dirigeants africains. C'était plutôt les activistes qui étaient là, parce qu'ils voulaient écouter le discours de récrimination que ces Africains-là avaient et qui drainent les masses pour la construction de ce nouveau concept de sentiment anti-français. Et donc vous avez cela, la relation de la France qui est en désuétude entre la bourgeoisie et la classe moyenne, et elle aimerait, n'est-ce pas, cette classe populaire qui prend de l'emprise sur les deux classes premières que je viens d'énumérer, se rapprocher d'elle et construire une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Sauf que c'est en train de rater, dans le sens où la sincérité des acteurs n'entre pas en jeu. Vous avez les questions fondamentales qui ont été posées sur la table, n'ont pas trouvé solution dans la compréhension même déjà de ce que nous avons dit. Et dans la prise en compte des solutions que nous avons proposées à la France à ce sommet-là, à savoir que tous les éléments néfastes au développement du continent africain et qui entravent la relation France-Afrique doit être tout simplement mis de côté. Mais sauf qu'aujourd'hui, la France, considérant ses intérêts, ce qui est primordial, on ne va pas tirer sur elle parce qu'elle protège ses intérêts, on va tout simplement dire que la préservation de ses intérêts aujourd'hui se fait au détriment du développement du continent africain, parce qu'elle s'appuie sur une bourgeoisie qui n'a pas compris que le développement de l'Afrique permettrait à la France de tirer bénéfice et à l'Afrique de sortir du gouffre dans lequel elle se trouve. Et aujourd'hui, vous avez, si on va dans une extrapolation, on va parler par exemple de la migration, avec les conflits qui se déroulent sur le continent africain. Vous avez la réception de ces migrants-là, parce que, qui naît du fait des conditions de vie désagréables sur le continent, logiquement, vous avez la fuite de ces citoyens-là vers un horizon meilleur. Les intérêts français sont menacés, notamment les intérêts politiques, les intérêts stratégiques, les intérêts économiques, les intérêts sécuritaires également. Que pourrait-il se passer si la France ne faisait rien et que pourraient être les conséquences stratégiques en cas d'évincement de la France? Oh, les conséquences sont déjà perceptibles sur le terrain. On a des cas pratiques qui permettent de savoir ce qui se passerait si la France aujourd'hui perdait son influence sur le continent africain. Ce que moi, simple citoyen africain, je souhaite, c'est qu'elle perde cette influence-là. Et comment est-ce qu'elle arriverait à perdre cette influence-là? C'est par la prise de conscience de dirigeantes de ce que les relations entre la France et l'Afrique ne doivent plus être à sens unique. Quand vous avez des économistes qui sont allés au contact du savoir, mais qui ont oublié le savoir africain, c'est un peu problématique. Vous avez la question monétaire, le franc CFA. Toutes les études, je n'ai pas envie de tenir un discours non scientifique ici, la plupart des études sur la question du franc CFA tentent à démontrer tout simplement que le franc CFA est une pieuvre pour le continent africain. Elle ne permettrait aucunement son développement. Et donc, comment construire une économie basée sur une monnaie coloniale, une monnaie nazie? À ce moment-là, vous convenez avec moi que c'est ce déformatage qu'il faudrait avoir, parce que nous sommes nos intellectuels, je n'ai pas envie de les stigmatiser ici ou de les cataloguer comme étant des réciteurs de la pensée coloniale,
mais tout simplement parce qu'à l'observation, on se rend bien compte que déjà, ça me permet de démontrer ici que l'expansionnisme dont on parlait dans nos premières questions a changé tout simplement d'acteurs. Avant, on avait les États qui arrivaient sur le continent africain pour développer une politique expansionniste et asseoir les intérêts de domination occidentale, de la pensée occidentale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est les organisations internationales qui ont pris à bras le corps ce concept de développement d'une idéologie occidentale sur l'entièreté de la planète pour, n'est-ce pas, asseoir, galvaniser les acteurs internationaux quant à ce que leurs intérêts seront toujours préservés partout là où ils sentent qu'ils doivent avoir des intérêts ou bien une percée économique. Si vous avez le franc CFA, vous avez le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, toutes ces instances internationales où l'Afrique n'a pas droit au chapitre. L'Afrique n'a pas droit au chapitre. Et là, c'est où se discute véritablement le partage de l'Afrique à l'heure actuelle, parce qu'on va toujours parler. Si vous avez besoin, en termes économiques, d'aide, la question va se discuter au FMI ou à la Banque mondiale. Vous avez besoin de droits de tirage spéciaux, la question va se discuter dans une institution qui n'est pas dirigée au sens strict du mot par un Africain. Je pèse bien mes mots par un Africain, parce qu'on peut placer bien un Ouattara à la tête du FMI, mais la politique idéologique occidentale qui continue à préserver. Et donc, le partage de l'Afrique est dans une continuité des acteurs qui ont juste muté. Ce ne sont plus les États qui envoient leurs militaires sur le terrain, c'est maintenant la construction des institutions internationales qui ont pour viser la domination du continent africain. Et le regard qu'ils ont du continent africain, c'est tout simplement un regard de butin. C'est un butin qu'il faut se partager, tout simplement. Et donc, il faut polisser maintenant la politique qui est mise en place pour ne pas offusquer les personnes comme moi et bien d'autres qui sont allés au contact de la pensée idéologique occidentale pour ne pas polisser ces personnes-là et continuer à avoir une politique qui continue à nous mettre dans une condition de sous-homme. Et ce regard-là me permet, moi, à ce niveau, de constater qu'on a développé une politique de contentement. C'est-à-dire quoi? On se retrouve, nous, Africains, à accepter le contentement au détriment de l'émancipation d'un continent qui produirait un développement certain pour une généralité. On se retrouve à ce moment-là à adopter une politique, à adopter maintenant une éducation individualiste que développe le continent occidental et l'appliquer, cette individualité-là, quant à ce que nos intérêts doivent toujours être préservés en termes individuels. Ça veut dire quoi? Si j'ai mon bon salaire, je m'en fous des questions africaines sur le continent africain. Si j'ai mon positionnement, par exemple, au niveau du FMI, je n'ai que foutre de ce que l'Afrique doit se développer ou pas. Si aujourd'hui, on ne peut plus aucunement voir le comportement qu'a eu un illustre économiste comme Tudian Poemi, qui a démissionné du franc CFA, de la Banque mondiale ou du FMI, je ne sais plus, pour aller écrire un livre, Monnaie servitude, sur le continent africain et éduquer la masse quant à ce que le franc CFA qu'on continue d'utiliser est une monnaie nazie. Vous avez aujourd'hui des professeurs comme Kapo Nubukpo qui ont tenu des propos qui accompagnait maintenant le mouvement de contestation de l'existence d'une monnaie nazie sur le continent africain, mais qui, à la nomination à la francophonie, a changé de discours. Donc, cela permet de dire que nous sommes à la table, mais ce ne sont pas les Africains qui sont à la table. Ce sont des politiques de contentement qui ont accepté un individualisme poussé, qui sont à la table avec le colon occidental pour continuer sa domination sur le continent africain et transporter, comme on a porté un Zinsou pour aller être président au Bénin et continuer à piller ce pays-là sans toutefois prendre en considération les populations qui vont aux urnes pour nous parler après de démocratie. Le plan stratégique de la France pour reconquérir l'Afrique repose sur des principes clairs et pragmatiques selon le général Prudhomme et une vision à long terme, notamment une stratégie
centré sur ses intérêts, sur ce principe. Est-ce que la France est capable de se calquer sur le modèle anglo-saxon qui a bien compris et défend leurs intérêts de manière décomplexée? L'on sait que le National Security Strategy, paru en fin 2022, les États-Unis ont fait sauter ces verrous moraux qui limitaient leur liberté d'action en censurant désormais, en coopérant avec des acteurs non démocratiques. Au regard de cette vision anglo-saxonne, la France abandonnera-t-elle son paternalisme en Afrique? La question, elle est la bienvenue, mais suis-je français? Non. Moi, j'aimerais qu'elle abandonne. Mais historiquement, vous avez ici mis la main dans l'idée de gouvernance de chaque acteur sur le continent africain. On avait ligne d'arrêt rule et le direct rule que la France utilisait, c'est-à-dire qu'elle s'accapare de tout, même de nos vies, elle dirige tout. Or, ligne d'arrêt rule, je ne sais pas ce qu'il y a de amélioratif dans ce style de domination, mais certains considéraient que la Grande-Bretagne ou bien la culture anglo-saxonne permettait l'émancipation du colonisé. Je ne sais pas en quoi tu es sous colonisation, mais on considère que tu es émancipé, tu es colonisé. Et donc la France ici, on considère que c'était brutal, l'autre était soft. Donc ce paternalisme-là est historiquement lié à la France. Se départir de ça, c'est changer de paradigme. Est-ce que la France, à ce stade, est capable de changer de paradigme? Je doute fort. Je doute fort parce qu'elle est ancrée dans un... Elle est omnubilée par ses victoires passées qui, malgré une résistance morbide des populations africaines qui n'avaient pas la technologie à leur côté, elles continuent à considérer que c'était des victoires. Et donc, elle venait avec des canons, nous on avait des fléchettes. Elle venait avec des chars de Dieu, nous on avait quoi? On n'avait que des lances. On avait de là-haut, la daba, pour aller au contact du colonisateur qui venait avec des bateaux monstrueux pour nous dominer. Et donc, à ce niveau-là, la France, son paternalisme ne peut que continuer parce qu'elle nous considère comme étant des personnes qui ont besoin de civilisation. Si vous parcourez, je n'ai pas envie de dire l'entièreté des récits venant de la France, vous allez lire, noir sur blanc, qui nous ont apporté la civilisation. Et apporter la civilisation à quelqu'un, c'est lui apporter quoi? C'est juste son mode de pensée qu'on transfère. On considère son mode de pensée comme étant civilisateur et donc on lui transmet cela en niant que lui, il a aussi une civilisation. Et donc c'est en ce moment-là que le transfert de civilisation se passe et on hausse la civilisation occidentale transférée par un expansionnisme mortifère sur le continent africain comme étant une civilisation moderne. Je n'ai pas envie de dire ici que c'est une aberration qui, de mon point de vue, devait être considérée comme étant pathologique. Et donc, la France, sa civilisation, c'est quoi? Sa civilisation calquée sur un paternalisme, parce qu'il faut éduquer. Il faut éduquer. Le paternalisme, c'est que je considère que tu n'as pas encore grandi, il faut que je t'éduque. Et donc, la civilisation française, c'est quoi? C'est tout simplement le pillage, c'est le vol, c'est l'individualisme poussé, c'est la non prise en compte des intérêts qui te sont propres au profit de celui qui t'éduque. Et donc c'est pourquoi j'ai parlé précédemment d'une politique de contentement qui est soutenue par l'éducation française dans le sens où soit tu t'alignes sur les paradigmes que j'ai dessinés, soit tu vas rester dans la condition que j'ai définie pour celui que moi je considère comme étant non civilisé, qui n'est pas entré dans la civilisation que j'ai amenée. Et donc, cette civilisation passe par la culture. Si tu veux faire une belle musique et qui passe à l'international, il faut passer à France 24. Il faut passer dans les chaînes françaises, RFI, tout ça, j'en passe, pour te considérer comme étant un artiste international. Tu vois le chemin, le canal idéal pour toi. Si tu veux émerger sur le plan du Commonwealth, il y a les canaux. BBC, et j'en passe. Et donc, l'Afrique est dépourvue d'émancipation idéologique dans la construction même déjà d'une politique
culturelle, d'une politique idéologique, d'une politique économique, d'une politique sécuritaire. Et donc c'est pourquoi l'Occident viendra toujours avec des slogans du genre « la civilisation, je l'ai, mais elle coûte cher. Votre sous-sol, vos citoyens sont à la merci du colonisateur que je suis, tout simplement parce que je vous apporte la civilisation. » Et donc ce paternalisme-là, considéré, pris dans ce sens-là, ne va que continuer. Parce que nous-mêmes, déjà l'émission, c'est « Qui contrôlera l'Afrique ?» Si nous-mêmes, Africains, on n'arrive pas à considérer nos propres intérêts comme étant des intérêts vitaux, je pense que le paternel va continuer à nous dire que tu n'as pas grandi. Et donc, il va continuer à appliquer une politique de paternaliste parce qu'on sera toujours des éternels assistés. Est-ce que nous, Africains, ayant été au contact de la pensée idéologique occidentale, on aimerait continuer à nous voir ou alors à avoir cette perception-là de celui qui n'a pas encore connu, n'est-ce pas, une évolution améliorative, une évolution certaine. Et donc, ce paternalisme-là, de mon point de vue, va continuer aussi longtemps qu'on aura des Kapo-Nobopo qui se disent et se dédisent, aussi longtemps qu'on aura des Ouattara qui se disent et continuent à se dire parce qu'ils estiment qu'ils sont dans le bon sens de l'histoire, parce qu'ils sont aux côtés de la mère patrie, c'est-à-dire la France. On aura tout ce paternalisme-là quand on aura des présidents qui vivent avec leur époque, mais qui n'arrivent pas à parler. J'ai envie de dire, si le président Paul Biya, à un certain moment, il doit, n'est-ce pas, orienter la pensée idéologique de son peuple en donnant les véritables directives, c'est-à-dire construire une masse par un discours, on cite le général de Gaulle aujourd'hui parce qu'à un certain moment de l'histoire, il s'est rendu compte que la France va à l'eau et il a pris la radio, il s'est mis à la radio et il a appelé les Français à la résistance. Aujourd'hui, sur le continent africain, rares sont les présidents qui appellent les populations à la résistance de façon claire, que voici où nous sommes et voici l'oppresseur, et il faut bouter cet oppresseur de côté. Ce sont les activistes qui arrivent à faire ce travail-là sans le soutien, ce qui est déplorable de nos dirigeants. Dans son plan stratégique, le deuxième principe est d'assumer la compétition stratégique. Face à la Chine, la Russie, les États-Unis, la Turquie et bien d'autres, la France pourra-t-elle compétir? Non, la France... Oui, la France pourra compétir, oui. Oui. Et elle est même... elle est avantagée sur certains points. Sur certains points, elle a des atouts majeurs que les autres n'ont pas à l'heure actuelle et qui pèsent en sa faveur. Vous avez, je parle aujourd'hui de la classe bourgeoise et de la classe moyenne qui est au profit de la France. Comment se fait-il qu'un Bolloré perd un procès au Cameroun? Non, pas qu'il perd. Il intente un procès contre l'État du Cameroun parce que le directeur du port autonome de Douala est quand même un digne fils camerounais qui préserve les intérêts de l'État du Cameroun. Mais le Bolloré, lors de la DTN, intente un procès et les magistrats camerounais donnent tort au port du Cameroun. Ils avantagent le port de Bolloré. Donc, quand vous avez ces individus-là au sein de votre administration, la France est bien partie pour continuer ce paternalisme dont nous décrions. Et ceci pourquoi? Parce que cette politique de contentement continue de faire en sorte qu'on a ce agissement-là sans regarder les visions stratégiques que eux, quand ils regardent l'Afrique, ils ont une vision stratégique, une pensée idéologique stratégique. Voici, rendu à ce stade, l'Africain est à ce type de réflexion. Comment est-ce que moi j'arriverais, moi, Français, colon, à adapter ma politique coloniale à ce type de réflexion et à continuer mon influence sur son mindset? C'est à ce stade où nous sommes. Mais quand vous avez des dirigeants qui continuent à considérer que l'Africain n'a pas encore grandi et qu'il faille pour lancer un simple projet de bitumage de route, ça prend 20 ans, qu'est-ce que vous voulez?
C'est déplorable, mais c'est la triste réalité. Vous avez, par exemple, Razel va venir continuer à dire que quand vous me donnez les travaux, moi je fais ça bien. Parce que quand on donne à un citoyen camerounais ou africain, le projet ne va pas à son terme. Il vole l'argent, il pille, il ne prend pas en considération qui va aider l'Afrique à se développer. Et donc il y a une conscience à ce niveau-là qu'il faut avoir pour mener les actions de base, avec une base solide, pour que quand on arrive à ce stade où ils sont, on ait une conscience véritablement forte. C'est ce qui manque aujourd'hui, pas seulement à nos dirigeants, aux citoyens africains sur le terrain, dans la mesure où on est en dehors de l'État. L'État existe, mais le citoyen ne se reconnaît pas dans l'État. C'est-à-dire quoi? Il considère, par exemple, que l'État, avec les moyens qu'il faut, mais les relations, les intérêts qu'il y a tout autour poussent à avoir une politique de soft power, par exemple la France, qui va injecter ses pions pour torpiller le projet et continuer à avoir une domination d'une compagnie étrangère sur le territoire. Et donc, est-ce que nous, on va continuer à avoir cette pensée-là? Je doute fort que ça arrive de sitôt, parce qu'au regard d'une observation simple de ce qui se fait aujourd'hui, l'Africain a peur de véritablement prendre à bras le corps le combat pour la libération du continent africain, parce que ses intérêts sont menacés. Et donc la question des intérêts ici est au cœur, n'est-ce pas, de ce qu'on aimerait avoir. Et donc la France va perdre naturellement si on arrive à écarter cette catégorie de personnes sur le continent africain. Et les nouveaux partenaires, vous avez cité la Chine, la Russie, l'Inde et j'en passe, qui viennent sur le continent africain, doivent, n'est-ce pas, regarder avec beaucoup d'acuité le traitement qu'on réserve aux pilleurs sur le continent africain. À ceci, on considère que la France nous a pillés, mais on continue à tenir un discours amélioratif, qu'on a des relations historiques avec la France dont on ne va pas tenir. Non, vous avez vu la position du Mali, c'est la France qui nourrit les terroristes. C'était clair. La France nourrit les terroristes, ça conscientise la masse. Et vous avez l'entrée à Kigali, 20 ans sur le territoire. L'ONU et la France ne se sont jamais entrés à Kigali. Ils ont même interdit aux Maliens d'entrer dans leur propre territoire pour la libération de cet espace territorial-là. Et donc, vous me demandez aujourd'hui si la France a la possibilité de continuer son influence sur le continent africain. Oui, tant qu'on aura des dirigeants qui considèrent que la métropole, ce n'est pas dans le pays qu'ils dirigent, mais plutôt à l'Hexagone. Et donc, on aura toujours cela, même si c'est la Chine qui vient, la Russie qui vient, si l'idéologie qui encadre notre relation avec la France continue d'exister, ça sera la même chose. Et donc, aujourd'hui, elle est chassée du Burkina Faso, elle est chassée du Niger, elle est chassée du Mali, tout simplement parce qu'ils ont compris l'enjeu et le jeu qu'il faut dans les relations avec la France. Et ils ont posé clairement la question. Et aujourd'hui, ils sont estimés libres. Il y a un projet de monnaie qui est envisagé pour sortir du franc CFA. Et donc, il y a toutes ces questions-là, mais que font les autres pays qui sont en relation avec la France et dont la relation n'est pas complètement bonne? Moi, je me pose la question et j'arrive à la conclusion que c'est aussi une conscience populaire qu'il faut avoir, qui pousse, n'est-ce pas, les dirigeants à sortir de leur torpeur, parce qu'ils vont se sentir galvanisés par une masse qui a compris les enjeux. Parce que la France a tué les présidents qui se sont engagés pour les causes africaines. Il ne faut pas aussi nier ça. La France les a tués. Et pourquoi elle les a tués? Parce qu'ils menaçaient les intérêts de la France sur le continent africain. Et donc, il y avait un détachement, on parlait de ça dans une de nos émissions, il y avait un détachement entre le dirigeant et sa population. La France s'est mise au milieu. Quand le dirigeant veut travailler pour sa population, on lui crée un coup d'État. Quand la masse veut renverser un président qui ne sert pas les intérêts du peuple, la France s'interpose. Vous avez le cas de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo.
Et donc, vous avez toutes ces questions-là qui permettent de poser un diagnostic clair et de décortiquer maintenant les citoyens africains qui veulent travailler pour le continent africain et les citoyens africains qui aimeraient voir tout simplement la France, qui est une pieuvre pour ce continent-là, hors de ses affaires, comme ça se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Selon le général Prudhomme, le troisième principe repose sur une stratégie lisible et différente. Comment, au travers de ce troisième volet, la France va-t-elle consolider sa position en Afrique? Moi, si j'avais le général en face de moi, je lui demanderais si la France a la possibilité d'avoir une stratégie claire, lisible, différente sur le continent africain. De mon point de vue, la réponse est non. De mon point de vue, la réponse est non. Pour la simple et bonne raison que le regard, il parle de ça dans son article, le regard qu'elle a sur l'Afrique, il aimerait qu'elle change, que ce regard change. Mais le dirigeant actuel français, ce regard, la perception qu'il a de l'Afrique et de l'Africain ne peut pas changer. Parce que vous avez l'émergence du discours anti-étranger, ils sont contre l'étranger. Vous avez la question de l'immigration, la relation avec la différence en France, bien qu'on tienne des discours médiatiques sur la question, mais dans la profondeur des faits, ce n'est pas ça. La relation avec la différence est un problème, exacerbé par exemple, le candidat de la reconquête. La reconquête, il veut reconquérir la France. J'ai envie de parler ici de Zemmour. Je n'ai pas envie d'impliquer ici Marine Le Pen qui aujourd'hui a gagné son procès contre les étrangers au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on a supprimé les aides aux étrangers au niveau de la France. Et donc la relation avec les étrangers est une question importante et qu'il n'a pas traité dans son article pour démontrer que même en interne, la France rejette l'étranger, rejette la différence. Et donc à ce moment-là, projeter ses idées, sa pensée sur le continent africain, tout simplement parce qu'on veut préserver ses intérêts, est une question problématique. Parce que l'autre aussi a ses intérêts. Parce que l'autre, vers qui on s'en va établir une relation de domination, a aussi ses intérêts à préserver, du moment, plus ou moins, s'il est conscient qu'il a des intérêts qu'il doit préserver pour sa population. Et donc, cette conception-là et cette perception-là sont ancrées dans l'ADN du français. Et donc, son article est quelque peu démagogue, dans le sens où il est lu de cette pensée-là, ce côté-là. Et ma foi, il n'a pas pris en compte cette donnée-là pour montrer qu'il y a un véritable problème d'éducation du dirigeant français quant à ce qu'il doit se mettre en relation avec l'autre. L'autre n'est pas là pour nuire à ses intérêts. Il y a une co-construction des intérêts, comme la pensée chinoise avec le projet de les routes de la soie, une co-construction de ce projet-là. On vous a présenté un projet, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont peut-être les améliorations que vous pensez qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous apportez dans ce projet-là pour que la route de la soie soit quelque chose de bénéfique dans nos relations et qu'on n'ait pas de couac? Vous avez les relations avec les États-Unis qui sont identiques à ce que la France fait. Ça crée quoi? Ça crée des guerres. On ne va pas parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, mais ça naît de ça. On crée des intérêts, on désavantage certains, on avantage certains. Or, la création des intérêts, de mon point de vue, doivent être des co-constructions. On co-construit quelque chose pour aboutir à « tu as ta part, j'ai ma part et le monde est bien ». Mais si les intérêts du général Prudhomme, qui envisage de repenser la nouvelle stratégie de la France sur le continent africain, ancrée tout simplement dans une idée que les intérêts africains doivent être préservés d'un point de vue économique, culturel, parce qu'il parle du culturel, sécuritaire, parce que sur le plan sécuritaire, c'est quand même rigolo. Il dit que pour reconstruire cette relation-là, il dit il faut faire l'inventaire de l'ensemble du matériel rustique que nous avons et de vendre cela à nos partenaires bon marché. On va construire quoi avec ce genre de réflexion? Quand nous, les Chinois te vendent des F-16,
jeunesse aspire à passer. Quand les Maliens vont en Russie, ils ramènent des chars que la France refusait de vendre. Ils ramènent des hélicoptères Dragon, je ne sais pas moi comment on appelle ça. Mais lui, il te parle dans la nouvelle relation que la France doit construire avec l'Afrique. C'est devant les équipements rustiques. Comment vous pensez qu'il est à la hauteur de la nouvelle relation que l'Africain veut avec la France? D'abord, plus. Et donc, il est dans la continuité de ce que le président, de ce que son président a eu à penser. Créer une intimité avec les États africains de nos jours, avec les armées africaines. Et quand vous intégrez maintenant cette pensée que je convoque, qui vient du président Emmanuel Macron, vous intégrez dans toute l'analyse que j'ai essayé de mettre en place dans notre émission de ce jour, vous convenez avec moi que la France n'est pas à côté de limiter son paternalisme. Elle est dans la en communication, on appelle ça les actions de communication. Paternalisme, ça ne sonne plus bien. Il faut trouver un nouveau concept qui trouve l'assentiment de l'Africain éduqué que je suis à la pensée occidentale et qui va créer de nouveaux paradigmes de réflexion dans la relation que j'ai avec la France. On n'est plus dans la pensée coloniale, la pensée anticoloniale, on est dans la pensée de l'accompagnement de l'Africain, on n'est plus dans ça. On est dans le regard que je peux avoir avec l'Africain, ça peut être d'égal à égal. Mais dans les relations économiques, concrètement dit, c'est pas véritablement égal à égal. Et c'est de ça que le général Prudhomme essaye de mettre en place quand il définit ce qu'il appelle de persévérance et de confiance. Et comment est-ce qu'on arrive à créer ce climat de persévérance et de confiance? C'est dans la vision de créer une relation d'intimité avec quelqu'un. Il faut être persévérant. La francophonie, il reconnaît quand même que la francophonie, bien que ce soit encore un élément de soft power pour la France, il reconnaît que la francophonie n'est pas véritablement un élément sur lequel la France doit s'appuyer pour continuer à avoir une influence sur le continent africain. Ce qu'il préconise, de mon point de vue, c'est la relation, pas avec l'entièreté des États de l'Afrique, mais utiliser l'histoire que la France a eue avec certains pays africains, reconstituer ce que le président Sarkozy avait eu en idée quand il était encore président, la reconstitution du précaré français, et de ce point de vue-là, redéfinir maintenant la relation, dans la reconstitution de ce précaré français, les relations qu'on doit avoir à ce moment-là. Mais la reconstitution du précaré, il est toujours là. Mais ça ne gardera plus son étiquette historique, c'est-à-dire que c'est le précaré français, c'est la possession de la France. Non, ça ne gardera plus cette étiquette. Ça devient un bloc de puissance, dans le sens où la France, bien qu'elle ait 40, soit il parle de 46 diplomaties, de 46 ambassades sur le continent africain, est un élément de puissance qui permet de continuer son influence, mais sauf qu'on les chasse quand on veut. On chasse au Niger, on l'a chassé au Burkina, on l'a chassé au Mali. Et donc, ce n'est pas véritablement des éléments de puissance quand ils mènent une politique qui ne cadre pas avec les orientations que le gouvernant aimerait avoir. Et donc, ils se trompent aussi à ce niveau-là, dans la mesure où l'orientation que la France doit avoir dans la reconstitution de son précaré, de mon point de vue, ne peut aucunement se faire de nos jours. Ça ne peut aucunement se faire parce que le poids historique de cet espace-là ne permet pas à la France de continuer à réfléchir à constituer ça. On va toujours regarder la France comme étant un État colonial. Déjà, un État colonial, parce qu'elle veut toujours mener aux destinées des nations. Elle veut toujours continuer une politique d'immixtion dans les affaires internes des États. Elle veut continuer à gouverner les orientations idéologiques, politiques, capitalistes de ces États-là. Et donc, elle va toujours se présenter en grand comme elle le fait avec la francophonie, parce que c'est sa création. Mais dans les faits, la France n'est qu'un tout petit poussin face à ces puissances qui arrivent sur le continent africain et qui mettent carte sur table. Vous voulez la sécurité, on a la sécurité à vous. Vous savez l'argent, vous payez, on vous donne le matériel, non pas trafiqué ou traficoté, mais un matériel
haut de gamme que vous voulez, vous testez, on teste sur le terrain, on vous accompagne même dans la maintenance de tout ça. Et donc, c'est ce genre de relations que nous voulons. Aujourd'hui, la France s'offusque de ce que les Africains la balance commerciale entre la France et les pays africains est en chute libre. Tout simplement parce qu'elle a joué à l'hypocrite. Et donc, son hypocrisie la rattrape. Et ce n'est pas simplement le sentiment anti-français qu'elle s'imagine sur le continent africain, mais c'est tout simplement que l'émergence de l'Afrique passe par cette... Il dit... Mais c'est quand même rigolo ce type. Il dit la France doit contrecarrer un nouveau monde qui arrive et qui est en désaccord avec, n'est-ce pas, son idéologie. C'est-à-dire le monde unipolaire qui existe là, contre le monde multipolaire qui arrive. Et le monde multipolaire, la France n'a pas vraiment voix au chapitre là. Et elle doit travailler à ce que ce monde multipolaire n'arrive aucunement et que le monde unipolaire continue. Et quand un monde unipolaire continue, qu'est-ce qui se passe? On a toujours la domination, paternalisme, tout simplement. Et donc, le monsieur, il a bien réfléchi, mais sauf qu'il a travaillé en tant que chercheur biaisé pour préserver les intérêts d'un pays, de la France, tout simplement. Qui contrôlera l'Afrique? N'est-il pas trop tard pour la France? D'un point de vue stratégique, il n'est pas trop tard. Je vous dirais même que la France est en bonne posture. Parce qu'elle regarde les acteurs qui sont sur le terrain, elle regarde les actions qui sont menées, elle réfléchit à développer de nouvelles stratégies comme le général qui s'est lancé à proposer quelque chose de nouveau. Et donc, de ce point de vue-là, elle a un véritable arsenal dans la mesure qui n'est pas militaire, qui n'est pas économique, qui n'est pas culturel, qui n'est pas cultuel. C'est l'éloge. L'éloge. Et donc, de ce point de vue-là, la France a une emprise sur la conscience de l'Africain qui est dans la Grande Loge de France, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit de faire là-bas? Qu'est-ce qu'on lui dit de prêter allégeance à la France ou à l'Afrique? Qu'est-ce qu'on lui dit dans ces histoires-là? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Et donc, de ce point de vue-là, les Africains qui sont dedans et qui aspirent à être des dirigeants, au même titre que les États-Unis qui ont créé l'Université de la jeunesse africaine, qui doit le futur leader sous Barack Obama. Et donc, vous avez cette construction de l'esprit africain, du dirigeant africain qui doit venir sur le continent, dans des loges, dans l'éducation, dans tout ce que je cite là. Et la France est en bonne posture par rapport à cela. Au Gabon, la Grande Loge, au Cameroun, il y en a. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et donc, la France, de ce point de vue-là, elle est en bonne posture. Il n'a pas parlé véritablement de ce point crucial pour la France, le général. Mais de mon point de vue, c'est un élément fondamental sur lequel la France peut s'appuyer pour continuer à avoir une influence sur le continent africain. Parce que de ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que ces citoyens africains qui sont dans ces histoires-là travaillent non pas pour le continent, mais travaillent pour... C'est sur ces mots que s'achève cette émission de géopolitique sur la nouvelle stratégie de la France en Afrique. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.